1911. Mesdames, Messieurs, Madame Pierre Curie est profondément touchée par votre sollicitude et votre curiosité, mais ce n'est pas la peine de l'attendre. Notre voyage jusqu'à Stockholm a été très fatigant. Madame Curie a besoin de se reposer. Il n'est pas prévu qu'elle rencontre des journalistes à son hôtel. Nous nous reverrons à la cérémonie des Nobel. Je vous remercie. Enfin, vous comprenez ce que je dis. Ce n'est pas la peine d'insister. Il est hors de question que ma sœur réponde à des journalistes pour qu'ils écrivent de nouvelles calomnies. Bronia lit un journal. Fallait-il donner le prix Nobel de chimie à cette femme? N'est-ce pas déshonorer son mari, le grand savant monsieur Pierre Curie, que d'honorer sa veuve? Il en est qui disent que son apport à la connaissance excuse tout, mais cette conception hypocrite de la science conférant la vertu n'est pas conforme à notre définition de la morale. Bronia jette le journal. Marie la rejoint en relisant son discours Nobel. Mania, tu corriges ton discours? Bronia met une invitation sous le nez de Marie. Sa Majesté, le roi de Suède, prie Madame Pierre Curie et Madame Casimir Dlouska d'honorer de leur présence le dîner qui suivra la cérémonie de remise des prix Nobel. Et Madame Casimir Dlouska. Allez, lis la suite. Je te l'avais dit, Mania. Tenue de gala exigée. Tant mieux, on évitera les mondanités. Tu corriges encore ton discours? Je tente d'expliquer le cheminement exact qui m'a mené jusqu'à ma découverte. Comment, à force de creuser un sujet, il arrive qu'autre chose surgisse. Tu veux me le lire? Je préfère que tu m'aides à rédiger les remerciements. Oh, je vois que tu as une haute idée de mes connaissances scientifiques. Bronia lit le discours de sa sœur. Je crois donc interpréter la pensée de l'Académie royale des sciences en admettant que la haute distinction dont je suis l'objet constitue un hommage à Pierre Curie. Un hommage à la mémoire de Pierre Curie. Non, un hommage à Pierre Curie. Paris, quelques mois plus tôt. Pierre est mort depuis 1906, renversé par un fiacre rue Dauphine. Marie poursuit seule leurs recherches. Bronia. Bronia, si ces cloches pouvaient voyager à la vitesse du son jusqu'en Pologne pour te donner de mes nouvelles. Et si tu pouvais me rejoindre à la vitesse de la lumière. Mania, quel voyage depuis Zakopane. Casimir ne m'en veut pas trop que tu l'abandonnes. La prochaine fois, c'est toi qui fais le voyage. Quand tu installeras des rideaux dans ta maison. Mais moi, j'aime la lumière. J'ai besoin qu'elle entre partout. Tiens. Bronia remet un disque à Marie. Paderewski. Je l'ai trouvé à Berlin. Menuet, opus 14. Qu'est-ce qu'on a pu l'entendre quand j'habitais chez vous à Paris? Vous receviez toujours tellement de monde. Du monde? La fine fleur des patriotes polonais. Oui, mais moi, je préparais ma licence. Et nous, on préparait la révolution.
Plus de 15 ans déjà. Tu te rends compte? Et cette fois, ça y est, tout est en train de changer. Paderewski vient de faire un don important pour la construction d'une salle de concert à Varsovie. Les artistes sont les premiers à montrer la voie. J'ai englouti dans mon corps toute l'âme de ma patrie. Elle a coulé dans mes veines comme un sang fraternel. Et nos cœurs ont rugi un chant de liberté. C'est vrai, on n'attendra plus longtemps pour conquérir notre indépendance. Ton pays est en train de se réveiller. Je veux fonder un comité polonais pour la recherche et la lutte contre le cancer. Les Russes vous laisseront faire? On ne leur demandera pas la permission. Nous devons nous préparer à gouverner. Et nous aurons besoin d'une élite scientifique. Mania, il faut que tu nous aides. Bronia remarque un tablier et un béret qui pendent à une patère du laboratoire Curie. Tu as gardé la blouse de Pierre? Sérieusement, pourquoi ne rentres-tu pas en Pologne? Tu veux rester malheureuse toute ta vie? Mais il y a beaucoup à faire là-bas, crois-moi. Ici aussi, crois-moi, il y a beaucoup à faire. J'ai mon projet d'institut du radium. Tu ne peux pas oublier les convictions de notre jeunesse. Il n'y a pas de science sans conscience politique. C'est toi qui le disais. Notre travail n'a de sens que pour la reconstruction de notre pays. C'est pour ça qu'on a voulu apprendre. Je fais tout ce que je peux pour aider la Pologne. Mais je ne veux pas y vivre. Tu es venu étudier à Paris, mais après, tu devrais rentrer chez nous. Tu me reproches d'avoir rencontré Pierre? Non, excuse-moi si je suis brutale, mais tu n'as plus de raison de rester maintenant. Ma vie est à Paris, avec mes filles. Pour les Français, tu seras toujours une Polonaise. Ils ne t'aiment pas. Quand tu as voulu te faire élire à l'Académie des sciences, ils se sont déchaînés. Ils ont déclenché une tempête. Souviens-toi. Dans un verre d'eau. Mes amis ont pris ma défense et je suis sortie de tout cela grandie. Moralement peut-être, mais ils t'ont préféré un Français. Ici, tu es le démon de l'étranger. En Pologne, tu serais reçue comme une reine. Tu ne peux pas renier le pays de ton enfance. Si je n'ai pas été élue, ça n'a rien à voir avec la Pologne. Je suis une femme, ne l'oublie pas. En Pologne non plus, il n'y a pas de femmes à l'Académie. Oh, pour tous ces hommes, ici comme là-bas, une femme scientifique, c'est un oxymore. On a un peu raison toutes les deux, je crois. Marie Curie n'a pas été élue à l'Académie des sciences en janvier 1911. Mais cette même année, l'Académie royale de Suède lui apprend qu'elle sera lauréate d'un deuxième prix Nobel, le prix Nobel de chimie. Malheureusement, sa liaison avec le physicien Paul Langevin est utilisée comme un scandale qui éclate début novembre, et le comité Nobel voudrait qu'elle renonce à son prix. C'est une lettre de Stockholm. Svante Arrhenius, qui est-ce? Un chimiste suédois. Il écrit de la part de l'Académie Nobel. Les journaux suédois ont publié les ignominies qu'on écrit sur ton compte ici. L'Académie royale a peur du scandale. Arrhenius te demande de renoncer. Mais c'est révoltant! Voilà. Je suis seule maintenant. Madame Pierre Curie, de toute éternité. J'aimerais qu'un jour, la vie est un sacrifice nécessaire. Seul compte la science. Je vais répondre à Arrhenius. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu ne vas pas lui donner raison? Laisse-moi. Monsieur,
La démarche que vous me conseillez apparaîtrait comme une grave erreur de ma part. En effet, le prix m'a été décerné pour la découverte du radium et du polonium. J'estime qu'il n'y a aucun rapport entre mon travail scientifique et les faits de vie privée que l'on prétend invoquer contre moi dans des publications de bas étage et qui sont d'ailleurs complètement dénaturées. Stockholm, novembre 1911. Mesdames, Messieurs, vous êtes venus à Stockholm pour rencontrer Madame Curie. Je vous remercie. Malheureusement, ma sœur est épuisée par son voyage et ne répondra pas à vos questions avant la remise officielle de son prix. Je crois interpréter exactement la pensée de l'Académie royale des sciences en admettant que la haute distinction dont je suis l'objet constitue aussi un hommage à la mémoire de Pierre Curie. L'analyse radioactive par des méthodes électrométriques permet de doser à 1% près 1/1000 de milligramme de radium et de déceler la présence de 10 puissance moins 10 grammes de radium dilué dans quelques grammes de matière. Cette méthode est la seule qui pouvait conduire à la découverte du radium, étant donné la dilution de cette substance dans le minerai. L'activité spécifique d'une substance étant, dans le cas de rayonnements analogues, approximativement en raison inverse de la vie moyenne, il en résulte que si la vie moyenne est très brève, la réaction radioactive peut atteindre une sensibilité inouïe. Aussi sommes-nous habitués à manier couramment au laboratoire des substances qui ne se manifestent que par leurs propriétés radioactives. Il y a là une chimie toute particulière pour laquelle l'outil d'emploi courant est l'électromètre et non la balance, et que l'on nommerait volontiers la chimie de l'impondérable. En transférant les cendres de Pierre et de Marie Curie dans le sanctuaire de notre mémoire collective, la France n'accomplit pas seulement une œuvre de reconnaissance, elle affirme sa foi dans la science, dans la recherche, et son respect pour celles et ceux qui s'y consacrent, comme naguère Pierre et Marie Curie, leur force et leur vie. La cérémonie d'aujourd'hui prend un éclat particulier puisqu'entre au Panthéon la première femme de notre histoire, honorée pour ses propres mérites. L'Assemblée générale de l'Institut de France fut rarement aussi bruyante que le 4 janvier 1911. On entendit par exemple le géographe et économiste Levasseur, administrateur du Collège de France, s'écrier dans un brouhaha général
voulez-vous donc un institut bisexuel ? Selon le Figaro, on proteste, on approuve violemment, et le vacarme est tel que Arthur Chuquet, président de l'Institut, se lève, agite désespérément sa sonnette et doit monter sur son bureau pour se faire entendre et rétablir l'ordre. Cela aboutira à la non-élection de Marie Curie à l'Académie des sciences. C'est cette histoire que je voudrais vous raconter ce soir. Je me présente d'abord, je m'appelle Étienne Gis, je suis mathématicien et l'un des 2 secrétaires perpétuels de l'Académie des sciences. Je dois commencer par vous dire ce dont je ne vais pas vous parler. Tout d'abord, il ne s'agit en aucun cas d'une forme de mea culpa ou d'une tentative de justifier une mauvaise décision prise par nos prédécesseurs. Il s'agit simplement de comprendre un rendez-vous manqué et je n'ai pas l'intention non plus d'aborder les abominables diffamations propagées par la presse à cette époque. Je vais me concentrer sur une question précise. Comment l'Institut de France et l'Académie des sciences, comment ont-ils fonctionné durant cet épisode ? Pour comprendre, il me faut faire un rappel historique sur l'Institut. Dès le XVIIe siècle, un certain nombre d'académies royales avaient été créées. L'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, de peinture et de sculpture. Ces assemblées étaient complètement indépendantes et avaient chacune leur procédure d'élection de membres. Le 8 août 1793, la Convention nationale supprima ces académies purement et simplement. C'est l'époque où l'on décapite Lavoisier parce que la République n'a pas besoin de savants, même si cette phrase ne fut probablement jamais prononcée. Rapidement, la Convention comprend que c'était une erreur et reprend une très belle idée de Mirabeau, fusionner les académies en une seule compagnie. L'Institut national, souvent appelé le Parlement des savants, est créé le 25 octobre 1795. Il comprend les classes des sciences physiques et mathématiques, des sciences morales et politiques et de littérature et beaux-arts. Chaque classe est divisée en sections. L'Institut tout entier doit concourir à l'élection des membres. Pour chaque nouveau membre, la section correspondante proposait un classement des candidats qui était ensuite présenté à la classe qui pouvait le modifier et ensuite proposé à l'Institut tout entier. C'était une procédure déraisonnable. L'arrêté consulaire du 23 janvier 1803 modifie ce type d'élection. Chaque classe élit dorénavant ses membres. Sous la Restauration, l'ordonnance du 21 mars 1816 redonne le nom d'académie aux classes de l'Institut, mais surtout leur confère une autonomie, tout en les maintenant au sein de l'Institut de France. Article 3 des statuts, chaque académie aura son régime indépendant. Voilà le cœur du problème. Depuis 1816, les académies sont complètement indépendantes, elles décident pour elles-mêmes, en particulier pour leurs élections, mais elles sont au sein de l'Institut. Et elles respectent une espèce de contrat moral de préserver l'unité. Cette situation est tout à la fois une richesse et une source d'une multitude de problèmes jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur le chancelier ? En 1832, l'Académie des sciences morales et politiques est reconstituée. Désormais, 5 académies composent l'Institut. En 1911, la situation est donc la suivante. 5 académies, chacune ayant un président et un secrétaire perpétuel, à l'exception des sciences qui en ont 2,
Chacune prend ses décisions de son côté, mais les affaires communes à l'Institut sont discutées lors d'assemblées générales. La question de l'éligibilité des femmes concerne-t-elle l'Institut ou chaque académie? Voilà le problème. Après cette introduction historique, je peux enfin vous raconter l'histoire de la non-élection de Marie Curie et de l'élection d'Édouard Branly. En novembre 1910, quelques académiciens des sciences suggèrent à Marie d'être candidate sur le poste du physicien Désiré Gernèse, qui venait de décider. Il se trouve que Gernèse avait été lui-même élu sur le poste de Pierre Curie, l'époux et collaborateur de Marie, décédé en 1906 dans un terrible accident de la circulation en sortant de l'Institut. C'est peut-être pour cette raison que Marie est candidate en mémoire de Pierre. La compétence scientifique de Marie n'est remise en question par personne, à part quelques journalistes d'extrême droite qui ont le culot de ne la considérer que comme l'assistante de Pierre. Elle a reçu le prix Nobel en 1903, conjointement avec Pierre Curie et Henri Becquerel. Non, la compétence de Marie n'est pas le problème, mais c'est une femme. La nouvelle de la candidature de Marie se propage. Elle confirme sa candidature dans le journal Le Temps, tout en déclarant qu'il lui serait pénible que cela soit discuté publiquement. Son souhait de discrétion ne sera pas exaucé. Apprenant cela, 48 membres de l'Institut, dont 4 de l'Académie des sciences, s'insurgent contre l'idée même d'élire une femme et rédigent une pétition envoyée le 20 novembre 1910 au président de l'Institut et destinée à être discutée en Assemblée générale. Voici la pétition. Monsieur le Président, un certain nombre de membres de l'Institut sous-signés, ayant connaissance qu'une candidature féminine est sur le point d'être posée à l'Académie des sciences, considérant que si cette candidature était prise en considération, il en résulterait une atteinte à une tradition commune à toutes les académies et jusqu'à présent incontestée depuis la fondation de l'Institut, que la méconnaissance de cette tradition peut entraîner les conséquences les plus graves pour notre académie et que pour les académies, et que par conséquent, il y a donc une question de principe qui ne peut être tranchée que par l'Institut tout entier. Ont l'honneur de vous prier de bien vouloir inscrire à l'ordre du jour de la prochaine séance trimestrielle la question de savoir si une femme peut être élue à l'Institut. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre sentiment confraternel. Le 30 novembre, le bureau, qui prépare les assemblées générales, se réunit. Les oppositions sont franches. De son côté, Gaston Darboux, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, mathématicien. En passant, si vous avez un petit moment de libre, je vous recommande ses leçons sur la théorie générale des surfaces et les applications géométriques du calcul différentiel. En 3 volumes, 2 ou 3 ans devraient vous suffire pour les lire. Il revendique pour chacune des académies l'autonomie et le droit de choisir librement ses membres. Il affirme que l'intervention de l'Institut n'aurait aucune justification. Émile Levasseur, nous l'avons déjà évoqué, soutient qu'une académie est une fraction de l'Institut, que l'Institut forme un seul corps. Une académie a-t-elle le droit, en faisant entrer chez elle une femme, d'ouvrir à cette femme l'Institut qu'elle pourra présider? Il est naturel que l'Institut soit appelé à donner son avis sur cette question. Paul Thureau d'Angin, secrétaire perpétuel de l'Académie française, propose que la lettre soit communiquée à toutes les académies. Seule l'Académie des sciences s'empare de cette question et répond le 27 décembre ceci. Monsieur le Président, l'Académie des sciences, très émue des termes d'une pétition dans laquelle on lui déniait, contrairement à la Constitution et aux traditions de l'Institut, le droit de trancher, pour ce qui la concerne,
la question des candidatures féminines, a examiné cette pétition dans sa séance du 27 décembre dernier et par 26 voix contre 13, elle a adopté l'ordre du jour suivant. Chacune des classes de l'Institut, jouissant d'après les règlements d'une complète indépendance dans les questions d'élection, l'Académie des sciences estime que cette question relève des règlements spéciaux à chaque académie. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect. L'Académie des sciences a donc décidé seule, avant même d'avoir consulté l'Assemblée générale de l'Institut. Une pétition, une mutinerie. La contestation est telle que la section de physique se réunit immédiatement et classe les candidats. Elle place Marie Curie en première ligne et tous les autres candidats ex aequo en deuxième ligne. L'Assemblée générale de l'Institut a finalement lieu le 4 janvier 1911 dans la grande salle des séances à quelques mètres d'ici. On n'a jamais vu tant de présents à cette assemblée, habituellement bien peu passionnante. On n'a jamais vu tant de vacarme, tant de mauvaise foi. La séance dure 3 heures et 6 intervenants prennent la parole. Levasseur, encore lui, s'empêtre dans des arguments pour le moins étonnants. Dans nombre de lois françaises, dit-il, on cite expressément les femmes lorsqu'on veut les inclure. Il indique que les divers statuts de l'Institut et des académies ne font mention que d'hommes d'honneur ou d'hommes de lettres, et que, dans l'esprit tout au moins, il est bien évident que les fondateurs de l'Académie française et de l'Institut ne pensaient pas inclure des femmes. Si une femme est élue, dit-il, elle deviendra présidente de cette académie à son tour, et à son tour également présidente de l'Institut. De plus, si une académicienne veuve venait à épouser un savant étranger, elle devrait renoncer à sa nationalité. Faudrait-il la radier des membres de l'Institut et la passer dans les associés étrangers? Il en appelle à la solidarité des 5 académies. Paul Viollet, historien et archiviste de l'Académie des inscriptions, conteste la tradition immuable invoquée pour exclure les femmes, car certaines des anciennes académies ont admis des femmes, notamment l'Académie des beaux-arts. Un vote de la commission serait sans effet et pourrait être interprété comme une pression morale. Émile Picard, un autre mathématicien, qui deviendra secrétaire perpétuel en 1917, affirme « Chaque académie doit rester souveraine ». À ses origines, l'Institut devait approuver toutes les élections, et cela a soulevé tant de difficultés qu'on a modifié le règlement en 1803. Paul Appel, un autre mathématicien, rappelle qu'il n'existe aucun texte établissant l'inéligibilité des femmes. L'Académie des sciences est froissée de voir discuter par l'Institut une question qui n'est pas de son ressort. Le vote demandé aux membres de la commission est une usurpation de pouvoir. Nous estimons à l'Académie que notre devoir est d'élire toujours le savant le plus éminent, celui qui a fait la plus grande découverte. Les découvertes n'ont pas de sexe. Le bâtonnier Alexandre Bétolo, des sciences morales et politiques, proteste. D'ailleurs, l'habit n'a pas été conçu pour les femmes. Il maintient ensuite qu'aucune femme n'a pris place à l'Institut depuis la création et que cela constitue indéniablement une tradition. Et qu'enfin, le vote par la commission est légitime puisqu'il s'agit d'une question d'intérêt général pour l'Institut. Quelqu'un cria dans la salle « Cette tradition est une blague ». Un long argumentaire, vraiment très assommant, d'Adhémar Esmin, juriste des sciences morales et politiques, assimile le statut de membre de l'Institut à un emploi public. Les femmes n'étant pas capables des fonctions publiques, elles sont naturellement exclues de l'Institut. Le vacarme recommença. Le vote va nous départager, conclut le président. Par 88 voix contre 52, on décida ceci. L'Assemblée,
consulter sur l'éligibilité des femmes à l'Institut, sans se reconnaître le droit d'imposer sa décision aux diverses académies prises individuellement, se borne à constater que sur cette question, dont l'intérêt est essentiellement d'ordre général, il y a une tradition immuable et qu'il lui paraît tout à fait sage de la respecter. Ainsi donc, l'Institut conseille à l'Académie des sciences de ne pas élire une femme. À la sortie de la réunion, l'académicien botaniste Gaston Bonnier dira à un journaliste « La première partie constate très justement l'autonomie des académies et la seconde partie n'a que la valeur d'un conseil d'amis et l'on en connaît l'efficacité. Ils sont faits généralement pour ne pas être suivis. » La séance d'élection à l'Académie des sciences publique se déroulera le 23 janvier 1911. Voici quelques extraits de l'article du Figaro le lendemain. Ce fut une séance historique. La salle était bondée. Toutes les personnalités du monde scientifique étaient présentes, et d'autres encore. Des photographes menaçants sont dans les coins, des journalistes partout. On parle, on se bouscule, on se heurte. Un gentleman, accablé par la chaleur animale qui échauffait l'atmosphère de la salle, se trouve mal, glisse et tombe. Tumulte. Ai-je besoin de dire qu'on n'écoute guère les communications? Enfin, le timbre de la petite pendule du bureau tinte 4 fois. Les huissiers s'avancent, les urnes circulent, les coups se tendent et un silence impressionnant s'établit quand M. Gauthier compte les bulletins. Il y a 58 votants, la majorité absolue sera donc de 30. On compte. Le président compte à haute voix. Le vice-président compte à voix basse. Les secrétaires comptent par écrit. Les membres comptent, les assistants comptent, tout le monde compte. Enfin, le président annonce le résultat. 29 voix pour M. Branly, 28 pour Mme Curie, 1 voix pour M. Brillouin. On va recommencer. Un irrespectueux et inutile éclair de magnésium jaillit et enfume la salle. Enfin, deuxième dépouillement, cette fois, c'est définitif. M. Branly compte 30 voix contre 29 à Mme Curie. L'Académie des sciences, par cette élection, je cite toujours le Figaro, a consacré la gloire mondiale d'un savant que notre pays peut avoir la légitime fierté de compter parmi ses fils. À ce tableau, toutefois, il y a une ombre. Une autre gloire de la science s'est trouvée écartée par l'élection de M. Branly et Mme Curie, dont la part fut si grande dans la découverte du radium, reste à la porte de cette académie, où elle devrait légitimement entrer. Sunt lacrimae rerum, ont cité Virgile dans les journaux de l'époque. Henri Poincaré, un mathématicien de plus, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, affirmait bien haut en sortant que la prochaine fois, elle sera élue. Marie Curie ne se représentera pas. En revanche, elle sera élue comme membre libre de l'Académie de médecine 11 ans plus tard, il y a 100 ans. Notre Académie n'élira une femme correspondante qu'en 1962 et une femme titulaire en 1979. Depuis, nous avons élu 37 femmes et 317 hommes. Peut mieux faire. Aujourd'hui, 13% de nos membres sont des femmes, alors que la proportion des femmes dans la recherche publique française est de l'ordre de 30% et de 20% dans les grades les plus élevés. Là encore, peut mieux faire. Dans un siècle, espérons que ces questions de parité homme-femme ne seront plus qu'un mauvais souvenir, mais comment pouvons-nous savoir ce qu'on nous reprochera d'ici 100 ans? Comment l'anticiper? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, un mot simplement, d'abord pour vous dire à quel point j'ai été étonné d'entendre enfin Etienne Gis parler latin. Sunt lacrimae rerum,
parfois les choses tirent les larmes, mais enfin aujourd'hui, les larmes ne sont pas de mise, c'est la joie. Et par ailleurs, il a rappelé la saga complexe des relations entre les académies et l'Institut. Il les a situées entre 1900 et 1911. Vous avez tous compris évidemment qu'il ne pourrait pas les situer aujourd'hui en 2022 et que jamais ce genre de tension n'existe. Mesdames et messieurs, en tant que chancelier de l'Institut, je voudrais vous dire à quel point nous sommes heureux de l'initiative qui a été prise par l'Académie des sciences de célébrer et de rappeler la mémoire de Marie Curie dans des circonstances particulières. Et nous sommes très heureux que cet événement se passe sous cette coupole, puisque cette coupole, précisément, elle appartient à tout l'Institut. C'est vraiment le lieu de l'excellence plurielle où se tiennent l'ensemble des manifestations de toutes les académies et aussi de l'Institut. C'est donc le lieu idéal pour faire cette célébration. 2 mots de date, cependant. En 2021, nous avons quand même célébré les 50e anniversaire de l'élection d'une première femme membre de l'Institut. Il s'agissait de 1971, je le dis avec beaucoup de regrets. Il s'agissait de Suzanne Bastide, une très grande juriste. Et en 2022, le service de France Mémoire, qui est un service de l'Institut de France, qui est chargé d'organiser les célébrations nationales, a évidemment célébré l'élection de Marie Curie, élection certes à l'Académie de médecine en 1922. Voilà, le moment est venu de célébrer Marie Curie. Je n'ai aucune compétence pour parler de son savoir, mais j'ai évidemment toute raison d'en célébrer la dignité, le courage, la fermeté, les convictions. Et au fond, je voudrais quand même rappeler que depuis 1795, l'Institut de France abrite une femme qui est la déesse Minerve, sa protectrice et son symbole, dont on disait qu'elle était la conjonction de l'intelligence, du savoir et de l'intuition. Je vous remercie de votre attention. Bien, je vais maintenant appeler à me rejoindre les petits-enfants de Marie Curie, qui sont la fille et le fils de Irène et Frédéric Joliot-Curie. Hélène Langevin-Joliot est physicienne, Pierre Joliot est biologiste. C'est comme ça, c'est pas grave. Bien, et donc, honneur à l'aînée, la physicienne, la femme. Hélène Langevin-Joliot va nous parler de Marie Curie, la radioactivité et la physique. À vous, Hélène. Marie Curie est plus que jamais aujourd'hui dans l'espace public le porte-drapeau du combat pour l'égalité des femmes et des hommes en sciences. Prix Nobel de physique en 1903, prix Nobel de chimie en 1911, Marie Curie a une place singulière dans 2 disciplines, la physique et la chimie, qui ont toutes 2 été mobilisées de façon assez indissociable pendant plusieurs décennies sur les problèmes posés par la radioactivité. Malgré l'importance que le radium et la détermination de sa masse atomique ont joué dans la vie de Marie Curie, c'est peut-être un personnage un peu différent auquel je vais consacrer cette intervention, c'est-à-dire Marie Curie, la physicienne. À l'automne 1897, en discussion d'ailleurs avec Pierre Curie, Marie choisit pour son travail de thèse d'étudier le rayonnement de Becquerel
émis spontanément par l'uranium. C'est un sujet de physique qu'elle va aborder avec un appareillage qui est mis au point par Pierre Curie, je dirais dans la foulée de travaux de 20 ans avant avec son frère Jacques. Ces appareils permettent de mesurer précisément les charges déposées par le rayonnement sur son passage. J'en viens directement à la première note à l'Académie des sciences qui porte sur ce sujet, court-circuitant un peu les problèmes. Elle est signée par Madame Sklodowska-Curie seule. Elle présente en conclusion deux résultats importants. L'un, c'est que les mesures systématiques auxquelles elle a procédé prouvent sans conteste que l'émission de rayonnement est une propriété atomique de l'uranium. Mais deuxième point, ayant examiné des minéraux, en particulier la chalcolite et la pechblende, elle s'était aperçue, elle avait même douté de son résultat précédent, elle s'était aperçue qu'ils étaient plus actifs que ce qu'on devait attendre de la quantité d'uranium qu'ils contenaient. Et sa note conclut avec des termes caractéristiques de l'époque, tout porte à croire que ces minéraux peuvent contenir un élément beaucoup plus actif que l'uranium lui-même. Et c'est à la recherche de cet élément que Marie et Pierre vont travailler pendant un peu plus d'une année, en fait pas beaucoup plus que ça d'abord. Au cours de cette année-là, ils pratiquent des séparations chimiques et ensuite la mesure du rayonnement, enfin finalement la quantité de charge et le rayonnement pour les différentes parties séparées. Et il est très naturel, et ça a été beaucoup dit, que dans ce travail, eh bien, les séparations chimiques, c'était l'affaire de la chimiste Marie Curie, et les mesures avec l'électromètre, c'était l'affaire du physicien Pierre Curie. Et probablement, se posant la question, notre mère, en 1955, a relu les notes de laboratoire et constaté que ce n'était pas la réalité de leur travail, que dans les faits, et l'un et l'autre avaient préparé à la fois fait des séparations chimiques, puis des mesures et des séparations chimiques, et qu'il n'y avait pas une différence exceptionnelle de ce point de vue entre l'un et l'autre. Au cours de cette année va être annoncée la découverte du polonium en juin et la découverte du radium en décembre. Donc, un travail très commun et très similaire. À partir de 1899, Marie s'attaque d'abord à la préparation d'un sel de radium pur, opération qu'elle croit pouvoir aller assez vite, mais ce ne sera pas le cas. Sel pur nécessaire pour mesurer la masse atomique d'un nouvel élément supposé. Bien. Mais ça ne l'empêche pas, en fait, de contribuer à collaborer avec Pierre sur toute une série d'autres questions qui se posent en matière de radioactivité, dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Là où je vais m'arrêter une minute, c'est sur deux conférences qui lui ont été demandées par des revues de vulgarisation de haut niveau. La Revue Générale des Sciences et une revue qui s'appelait la Revue Rose. On lui demande ces conférences, elle présente l'état des travaux qui sont en train de se développer en dehors des Curies à grande vitesse tout autour, et je m'arrête sur les conclusions, car dans ces conclusions, Marie essaye de répondre à une question fondamentale qui est quelles hypothèses avancer
pour expliquer ce rayonnement, les fameux rayons de Becquerel, qui sont des rayonnements spontanés. On ne voit pas d'où ils sortent, ce qui les provoque. Alors elle énumère les hypothèses. D'abord celle que Becquerel, au lendemain, 4 heures avant, au lendemain de sa découverte des rayons uraniques, a émise. Le rayonnement serait une phosphorescence de durée considérable produite par la lumière. Bon, Marie considère qu'au point où on en est à l'époque, bon, c'est réellement très peu probable. Elle commente ensuite, elle cite ensuite, sans la commenter, une deuxième hypothèse. Le rayonnement est une émission de matière accompagnée d'une perte de poids des matières radioactives. Elle commentera cela dans la seconde conférence. Sont citées ensuite deux autres hypothèses. L'une basée sur une théorie de Crook qui imagine que les éléments chimiques n'ont pas fini d'évoluer, en particulier les plus lourds. Et l'autre, qui avait été avancée d'ailleurs très immédiatement, à savoir sur l'exemple des rayons cathodiques, rayons de Röntgen, les rayons de Becquerel, c'est une émission secondaire provoquée par un rayonnement qu'on ne connaît pas, qui vient de l'espace. Marie considère ça c'est un peu ad hoc. Reste la dernière hypothèse possible, s'attaquer au principe de Carnot, qui ne s'appliquerait pas au phénomène radioactif. En 1900, elle se concentre sur sa seconde hypothèse et cette affaire de Carnot. Pour cette hypothèse, elle s'appuie sur les résultats de Thomson, qui a montré que les rayons cathodiques étaient des particules négatives dont la masse était estimée à peu près à 1/1000 de celle de l'atome d'hydrogène. Et Marie de dire, il est possible que des corpuscules analogues, des électrons, on va les nommer ainsi, des électrons soient émis par les corps radioactifs. Elle souligne ce point. Elle souligne que cette théorie matérialiste, dit-elle, de la radioactivité mène loin, mais visiblement, elle la séduit pas mal. Et elle commente, si l'alternative à cette approche est d'accepter qu'on abandonne le principe de Carnot, une hypothèse qui porte une atteinte aussi grave aux idées admises en physique que la transformation des éléments au principe de la chimie. 3 ans plus tard, quand elle conclut sa thèse, Rutherford et Soddy ont établi de façon définitive que oui, c'est une transformation d'un élément en un autre élément chimique avec émission de rayonnement, et on construira évidemment sur cette direction. La mort accidentelle de Pierre en 1906 aurait pu, au fond, marginaliser beaucoup Marie Curie. Je crois qu'un certain nombre de collègues, des hommes, effectivement, il y avait des hommes, mais de fait, il y a eu des interventions énergiques qui ont fait que Marie a pu rester, est devenue la directrice du petit laboratoire de la rue Cuvier, qu'elle a pu avoir des collaborateurs, qu'on lui a confié le cours que Pierre faisait à la Sorbonne et que 2 ans plus tard, elle était professeure à la Sorbonne. C'est un pas, une étape extrêmement importante. Un mot, et je crois que c'était important pour elle, de l'intérêt de Marie Curie pour l'enseignement de la physique. Elle avait apprécié la physique, l'enseignement qu'elle avait reçu, très très peu encadré. Elle le disait énormément. Je crois que, et c'est Madame Coton qui l'a cité souvent, que l'impact de l'enseignement complémentaire très concret
que Marie Curie elle-même a délivré à l'école de Sèvres pour la préparation de l'agrégation de jeunes filles, a été un élément très marquant. Et j'y ajouterai, hélas, après le décès de Pierre Curie, l'initiation, les cours, si on peut dire, d'initiation à la physique que Marie a donné en accord et avec ses collègues pour d'autres disciplines dans la coopérative d'enseignement organisée pour leurs enfants de 7 à 12 ans. Les groupes. Et enfin, je crois qu'il est valable aussi de citer la formation délivrée aux infirmières, à des cohortes d'infirmières en 1917-1918, pour les mettre en mesure d'être d'excellentes manipulatrices d'appareillage à rayons X, en se rendant compte que les appareils à rayons X de l'époque, ce sont des appareils de laboratoire. Et que dans les cohortes qui venaient à l'Institut du Radium, il y avait y compris des infirmières qui n'avaient pas été plus loin que le certificat d'études. Il faudrait dire quelque chose de ces cours à la Sorbonne, mais je ne le ferai pas, parce que mon sentiment, comme ça, c'est que c'était trop loin des étudiants et qu'en fait, elles n'y prenaient aucun plaisir. Dans la période d'avant-guerre, Marie a eu des contacts réguliers avec des collègues français, mais aussi des collègues étrangers, en particulier dans le cadre des réunions qui se tenaient pour, j'allais dire, normaliser les mesures de radioactivité, préparer les étalons du radium. Mais plus important peut-être encore que ça, elle a sans nul doute attaché une grande importance à sa participation au Conseil de physique Solvay en 1911 et 1913, et qui ont repris entre 1921 et, pour Marie, jusqu'en 1933. Marie Curie, l'idée de ces conseils était de réunir une vingtaine de physiciens et expérimentateurs et théoriciens ensemble pendant plusieurs jours pour discuter un ou des sujets de physique à l'ordre du jour. Marie Curie y était la seule femme jusqu'au Conseil de 1933 où fut invitée Lise Meitner, qui aurait dû l'être avant, et Irène Joliot-Curie. Les comptes rendus des conseils Solvay, notamment les discussions des rapports, font revivre une période charnière de la physique. En 1911 et encore en 1913, une partie des discussions porte sur la nécessité ou non d'abandonner d'anciennes approches théoriques, rendant compte de toute une série de phénomènes jusque-là, pour les remplacer par de nouvelles théories basées sur ce qu'on appelait encore l'hypothèse des quanta. On s'interroge aussi sur quelles conséquences pour la structure de l'atome des connaissances que l'on accumule sur la radioactivité, justement. Marie Curie intervient en 1911 avec un avis tranché. Ils ont beaucoup discuté et elle déclare les propriétés thermiques, optiques, élastiques, magnétiques, etc., dont on a discuté, dépendent des mêmes éléments constitutifs de l'atome, éléments qui apparaissent comme périphériques. Les phénomènes radioactifs forment un monde à part. Ils viennent d'une région plus profonde de l'atome. C'est un point de vue, pas plus que ça à l'époque, mais c'est un point de vue qui préfigure d'une certaine façon le résultat des recherches qui sont en cours à Cambridge et la découverte du noyau de l'atome. Et évidemment, ces phénomènes radioactifs, ils viennent du noyau de l'atome. Le Conseil de 1913
il s'ouvre encore avec un rapport de J.J. Thomson sur un atome compact, suivi des commentaires et des contestations de Marie Curie et bien sûr des conclusions de Rutherford qui a quelques armes pour s'opposer à Thomson. En 1921, après la Première Guerre, le rapport de Rutherford fait le point sur les avancées obtenues depuis l'avant-guerre sur la structure de l'atome, dont maintenant la théorie de Niels Bohr permet de rendre compte, et les discussions se déplacent sur le noyau. Et on y retrouve les difficultés qui avaient existé pour l'atome, à savoir comment diable peut-on faire tenir les particules positives et les électrons qu'on a la prétention de mettre dans le noyau. À un moment de la discussion, Marie fait la remarque suivante. Il faut autre chose que des forces électrostatiques. Il faut des forces à courte portée. Bon, l'histoire, évidemment, évoluera dans cette direction, et je pense qu'elle n'en avait pas forcément totalement l'idée. Elle intervient avec des remarques et des questions sur d'autres problèmes, par exemple pour dire que l'effet Compton, le rapport de Compton explique qu'on peut choquer avec un rayonnement un électron quasi libre et projeter un électron en avant, et elle argue que c'est un élément qui explique qu'on a intérêt à monter en énergie avec les appareils pour la radiothérapie, parce que ces électrons de choc sont plus efficaces, vont devenir plus efficaces. On la voit aussi, par exemple, souligner l'intérêt d'un grand électroaimant que venait d'exposer Cotton dans son rapport sur le magnétisme, parce que ça a permis, entre autres, de découvrir la structure fine des rayons alpha, donc en fait la structure en énergie des noyaux. De l'avis de Jean Perrin, Marie Curie, oui, il faut que je me dépêche, a été après la Première Guerre mondiale, un grand directeur de labo. Elle y a accueilli certes un certain nombre de chercheuses, dont Marguerite Perret, découvreuse du francium, et des techniciennes, comme d'ailleurs Rutherford ou Stefan Meyer à Cambridge ou à Vienne. Une orientation majeure du labo, c'était l'accumulation de quantités importantes de rayonnement à très longue période pour des travaux de chimie et pour des travaux de physique. Une autre était le support aux travaux de médecine-biologie du pavillon Pasteur. Marie a été une directrice développant des recherches personnelles ou en collaboration, en se déplaçant pour participer à tel ou tel des congrès de physique qui commençaient à se développer en Europe. Pour conclure, je dirais, Marie Curie avait abordé l'après-guerre avec une assurance nouvelle. Elle n'hésitait plus à utiliser son prestige dans l'intérêt de son laboratoire et au-delà pour des entreprises d'intérêt général, telles la Fondation Curie en particulier. Mais on la voit aussi réagir par un ferme communiqué pour contredire un député ayant prétendu que Madame Curie était opposée au vote des femmes. Sa participation comme présidente du Comité international de coopération intellectuelle, qui est l'ancêtre de l'UNESCO, qui a été créé sous l'égide de la Société des Nations, est loin d'être de pure forme. Elle se rend régulièrement en juillet à Genève pour discuter de mesures susceptibles de renouer et développer les liens culturels déchirés par la guerre de 14-18. Elle y promeut la création de bourses internationales pour de jeunes chercheurs et chercheuses. On trouve dans ces textes de l'époque, pas seulement pour ce comité, à côté toujours de préoccupations concrètes, la célébration de l'esprit d'aventure et de la curiosité et l'amour de la science. Merci.
Et maintenant, donc, je passe la parole à Pierre Joliot, qui va faire un exposé intitulé « Marie Curie, Irène Joliot-Curie et la promotion des femmes dans la science ». Ça marche. En 1673, François Poulain de la Barre fait paraître anonymement un texte révolutionnaire de l'égalité des deux sexes, discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés. Il démontre à travers une analyse rationnelle que l'inégalité de traitement que subissent les femmes n'a pas de fondement naturel, mais procède d'un préjugé culturel. Il préconise que les femmes reçoivent une éducation leur donnant accès, comme les hommes, à tous les domaines de la connaissance. Il est l'auteur de la formule « L'esprit n'a pas de sexe ». Il analyse toutes les stratégies mises en œuvre par les hommes pour maintenir leur suprématie. Si l'on considère l'histoire des sciences pendant le XIXe siècle et le début du XXe, qui marque l'émergence de la science moderne, on peut constater que ces stratégies se sont révélées redoutablement efficaces, car pendant cette période, peu de femmes ont eu accès à la pratique d'une activité scientifique. Une analyse du parcours des femmes qui ont marqué l'histoire de la science à cette époque montre que pour la plupart, leur contribution a été reconnue et mise en valeur par quelques hommes jouissant d'une réputation scientifique bien établie. Ces hommes qui ont eu le courage de s'opposer aux préjugés dominants ont puissamment contribué à la reconnaissance de l'égalité entre les sexes. Bien que ma sœur et moi partagent la même opinion sur ce sujet, je rappellerai, en ce qui me concerne, la mise en garde formulée par Poulain de la Barre. Tout ce que les hommes disent sur les femmes est suspect, car ils sont à la fois juges et partis. J'évoquerai l'exemple du couple formé par Pierre et Marie Curie. Lorsque Pierre, déjà l'auteur de nombreuses découvertes, a rencontré Marie, alors jeune étudiante polonaise, il n'était pas mieux préparé que la plupart des hommes de l'époque à envisager la possibilité pour une femme de s'engager dans une carrière scientifique. Jeune homme, il avait décidé qu'il ne se mariera jamais, car il pensait que les liens affectifs avec une femme lui interdiraient de se consacrer pleinement à la science. Dès sa première rencontre, il tombe amoureux de Marie, mais il comprend également que celle-ci, bien au contraire, partagera avec lui son rêve scientifique. Il faut souligner que les personnalités de Pierre et Marie sont très dissemblables. Pierre Curie est un rêveur, un poète de la science, qui, je le pense, n'aurait pas satisfait aux absurdes critères de sélection pratiqués dans le monde actuel. Marie Curie était une combattante qui se serait probablement adaptée face à ces mêmes contraintes. Pierre Curie réussit tout d'abord à convaincre Paul Schutzenberger, directeur de l'école de physique et chimie, de permettre à Marie de préparer une thèse dans son laboratoire. Marie choisit l'étude des rayons uraniques comme sujet de thèse et après 4 mois de travail, sa première publication est signée d'elle seule, bien que la contribution de Pierre Curie à la réalisation des techniques nécessaires à la détection de la radioactivité était certainement essentielle. Pierre Curie tient à ce que le mérite de ce travail revienne uniquement à Marie. Convaincu de l'importance de ce sujet de recherche, il se consacre alors presque exclusivement à cette collaboration qui conduit à la découverte du polonium et du radium. Pierre Curie apprend alors qu'il est envisagé de lui décerner le prix Nobel de physique en commun avec Henri Becquerel. L'Académie des sciences françaises n'est pas étrangère à ce projet car plusieurs académiciens avaient signé une pétition dans ce sens. Pierre Curie engage alors un combat pour que ce prix Nobel soit également attribué à Marie. Il tente en particulier de mobiliser notre Académie en écrivant une lettre à Henri Poincaré où il souligne la contribution essentielle de Marie dans cette découverte. C'est finalement grâce à l'intervention d'un mathématicien suédois, Gustav Mittag Leffler, que le prix Nobel est finalement attribué à Henri Becquerel d'une part, à Pierre et Marie Curie d'autre part. Il faut souligner que Mittag Leffler avait déjà manifesté ses convictions féministes en faisant nommer plus de 10 ans auparavant une mathématicienne russe, Sofia Kowalska, professeure à l'université de Stockholm. L'attribution d'un prix Nobel à Marie Curie représente une étape
décisive qui a clairement démontré le rôle que les femmes peuvent et doivent jouer dans le progrès de la science. Et c'est certainement grâce à ce prix Nobel que Marie Curie est nommée professeure à la faculté des sciences de Paris après la mort accidentelle de Pierre Curie. Marie Curie démontre alors ses talents d'organisatrice et sa force de persuasion en réussissant à mobiliser l'Université de Paris, l'Institut Pasteur et plusieurs généreux donateurs pour créer l'Institut du Radium, qui comportera 2 laboratoires, l'un se consacrant à l'étude de la radioactivité et l'autre à l'étude des effets biologiques des radiations, avec une analyse de la curithérapie pour soigner le cancer. Ce sont ces laboratoires qui deviendront plus tard l'Institut Curie. En dépit de ses succès, Marie Curie est alors victime d'une campagne de presse particulièrement ignoble suite à une correspondance qu'elle avait menée avec Paul Langevin. Cette campagne de presse conduit le gouvernement à envisager sa révocation de son poste de professeur et son renvoi en Pologne, témoignant à quel point les préjugés dénoncés par Poulain de la Barre étaient toujours d'actualité. Il faut rendre hommage au combat mené par de nombreuses personnalités. Je citerai tout particulièrement Émile Morel et son épouse Jean Perrin André de Béarn pour que ce projet qui aurait déshonoré notre pays n'aboutisse pas. En 1911, le comité Nobel décide d'attribuer un second prix Nobel à Marie Curie. En pleine tourmente médiatique liée à l'affaire Langevin, l'académicien Svante Arrhenius conseille à Marie Curie de surseoir à la remise du prix. Marie Curie, comme on vous l'a exposé, ne cède pas et, toujours soutenue par Mita Gleffler, décide de se rendre à Stockholm avec sa fille Irène pour recevoir ce prix qu'elle estime à juste titre mérité. Pendant la Grande Guerre, Marie Curie se consacre essentiellement à la création d'un service radiologique de secours aux blessés. Elle démontre une nouvelle fois son courage et ses capacités d'organisatrice et réussit à s'imposer dans le monde masculin des chirurgiens, et elle obtient l'autorisation d'intervenir près du front. C'est après la guerre que l'Institut du Radium entre en pleine activité, accueillant de nombreuses femmes et de nombreux chercheurs étrangers. En 1922, Marie Curie est invitée avec ses 2 filles aux États-Unis pour recevoir un gramme de radium financé par une campagne organisée par une journaliste, Marie Mélonnet, auprès des femmes américaines. Ce gramme de radium lui est remis symboliquement à la Maison-Blanche par le président des États-Unis. Le retentissement médiatique de cette visite marque l'apparition du mythe qui s'est progressivement formé autour de la vie et de l'œuvre de Marie Curie. Jusqu'à la fin de sa vie, elle assure avec efficacité et détermination la direction de l'Institut du Radium qu'elle maintient au plus haut niveau des laboratoires se consacrant à l'étude de la radioactivité. Bien que Marie Curie ne se soit jamais impliquée dans les mouvements féministes de l'époque, son exemple marque une étape décisive dans la reconnaissance de l'égalité entre femmes et hommes. Marie Curie inspire encore aujourd'hui d'innombrables livres, œuvres cinématographiques ou télévisuelles. Cette exceptionnelle notoriété ne peut s'expliquer simplement à travers son œuvre scientifique. Le courage, la détermination dont elle a fait preuve pour s'imposer face aux préjugés de l'époque en font un symbole de l'émancipation féminine qui dépasse largement le domaine de la science. J'évoquerai maintenant ma mère, Irène Joliot-Curie, fille de Marie Curie, seconde femme à recevoir un prix Nobel scientifique qu'elle partage avec son époux Frédéric Joliot. Au début de la Grande Guerre, alors qu'elle n'avait que 17 ans, Irène, en vacances en Bretagne, parvient à convaincre sa mère de l'autoriser à la rejoindre pour participer au développement des équipes radiologiques. Après une formation rapide, elle collabore tout d'abord avec Marie, mais elle fête l'anniversaire de ses 18 ans à proximité du front, en l'absence de Marie, seule responsable d'une unité radiologique. Je m'interroge encore comment ma mère, qui avait toujours vécu dans un environnement protégé et isolé du monde extérieur, a pu aussi rapidement s'imposer à des chirurgiens militaires peu disposés à accepter d'être guidés dans leurs interventions par une jeune fille de moins de 18 ans.
Quand on l'interrogeait pour comprendre comment sa mère lui avait laissé, à son âge, assumer de telles responsabilités, Irène avait répondu avec une franchise quelque peu ingénue : « Ma mère ne doutait pas plus de moi qu'elle ne doutait d'elle-même. » Pendant les dernières années de la guerre, Irène commence à préparer 2 licences en physique et en mathématiques, tout en partageant son temps entre ses études et ses activités dans le domaine de la radiologie de guerre. En 1921, Irène débute ses recherches à l'Institut du radium. Très probablement, elle n'a pas eu conscience de l'exceptionnel privilège que représentait pour une femme de pouvoir aborder aussi facilement une carrière scientifique. En 1924, peu avant la soutenance de sa thèse, Marie Curie recrute comme préparateur particulier un jeune et brillant ingénieur de l'école de physique et chimie, Frédéric Joliot, que lui avait recommandé Paul Langevin. Marie confie à sa fille la formation de ce jeune ingénieur, mais les premiers contacts se révèlent plutôt difficiles, à tel point que mon père envisage de quitter le laboratoire. À l'image du couple formé par Pierre et Marie Curie, la psychologie de ces 2 fortes personnalités est radicalement différente. Irène avait reçu une éducation qui ne la prédisposait pas à établir aisément des relations humaines. Elle raisonnait lentement mais sûrement et présentait beaucoup de points communs avec son père Pierre Curie. Mon père était un séducteur dans tous les sens du terme, apte à établir des relations chaleureuses avec des milieux sociaux très différents. Il foisonnait d'idées de manière parfois plus désordonnée. Mon père a rapidement analysé et compris que sous son apparente froideur, ma mère cachait une grande sensibilité et leurs relations se sont rapidement améliorées, à tel point que 2 ans plus tard, Irène annonçait à sa mère ses fiançailles avec Frédéric. Beaucoup sont tentés d'établir un parallèle entre ces 2 couples, Pierre et Marie Curie, Irène et Frédéric Joliot-Curie, tous les 2 nobelisés à quelques dizaines d'années d'intervalle. Cependant, leur statut respectif lorsqu'ils se sont rencontrés est totalement opposé. Ma mère terminait une thèse de doctorat alors que mon père n'était pas titulaire du 2e baccalauréat et devait encore terminer ses études en parallèle avec son activité scientifique. C'était à l'époque une situation exceptionnelle quant aux relations entre une femme et un homme que l'un et l'autre ont su pleinement assumer. Marie Curie a probablement été surprise, pour ne pas dire réticente, vis-à-vis de ce couple qui paraissait à beaucoup comme quelque peu dépareillé. Peut-être était-elle également inquiète de voir s'éloigner d'elle sa collaboratrice préférée. Par son dynamisme et son enthousiasme, Frédéric Joliot s'est cependant rapidement imposé auprès de Marie, qui a fini par conclure à son sujet : « Ce garçon est un véritable feu d'artifice ». Comme dans le cas de Pierre et Marie Curie, ce sont les contradictions entre ces 2 personnalités qui se sont révélées complémentaires. Ces 2 couples me semblent symboliser l'égalité entre les femmes et les hommes, démontrant également qu'égalité n'est pas synonyme d'identité. La collaboration entre Irène et Frédéric Joliot-Curie s'est traduite par la période la plus productive et la plus heureuse de leur vie, collaboration qui a conduit à la découverte de la radioactivité artificielle, couronnée par l'attribution du prix Nobel. Ce succès a malheureusement marqué la fin de leur fructueuse collaboration, les conduisant à assurer l'un et l'autre des responsabilités dans des laboratoires différents. Contrairement à sa mère, Irène Joliot-Curie a toujours assumé publiquement des positions féministes qui se sont concrétisées au moment du Front populaire, quand le président du Conseil de l'époque, Léon Blum, lui propose, ainsi qu'à 2 autres femmes, d'être ministre dans son nouveau gouvernement. Ma mère, qui n'avait aucun goût pour le pouvoir, a accepté, tout en avertissant Léon Blum qu'elle démissionnerait à brève échéance et qu'elle souhaitait être remplacée par Jean Perrin. Ma mère avait perçu la force du symbole et considérait que l'acceptation, même provisoire, d'une telle fonction ferait progresser l'égalité entre les femmes et les hommes. Avant de démissionner, elle a eu le temps de jeter les bases d'une profonde réforme du monde
de mode d'organisation et de financement de la recherche, réforme que Jean Perrin avait déjà anticipée et qu'il a su mener à bien. Cette réforme a conduit à la création du Centre national de la recherche scientifique. Il est intéressant d'évoquer rapidement l'itinéraire de la seconde fille de Marie Curie, Ève Curie, qui n'a jamais affiché de conviction féministe, mais a choisi, comme sa mère, de prêcher par l'exemple. Son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale, tout d'abord comme correspondante de guerre, puis comme officier de l'armée française qui a débarqué sur les côtes de Provence, témoigne de son courage et de sa détermination. Irène Joliot-Curie a assuré des responsabilités importantes, tout d'abord comme sous-directrice, puis comme directrice de l'Institut du Rhodium, tout en poursuivant ses activités de recherche, et ceci en dépit de son mauvais état de santé. Comme sa mère, Irène Joliot-Curie n'a jamais été élue à l'Académie des sciences. Il a fallu attendre plus de 20 ans pour qu'une première femme, Yvonne Choquet-Bruat, soit enfin élue dans notre Académie. Irène Joliot-Curie a rapidement pris conscience que le développement de l'Institut du Rhodium et plus généralement de la Faculté des sciences ne pouvait être envisagé dans le cadre restreint des surfaces dont la faculté disposait à Paris. Après un premier combat perdu pour récupérer les surfaces occupées par la Halle 20, elle s'est lancée dans une prospection des espaces potentiellement disponibles à proximité de Paris. Je lui ai servi de chauffeur et nous avons ainsi visité de nombreux sites potentiels, ce qui nous a conduits à Orsay, où se trouvait un grand domaine mis sous séquestre qui appartenait à Bruno Varilla, ancien directeur du journal collaborationniste Le Temps. Ma mère m'a alors intimé l'ordre d'escalader une fraction endommagée des grilles qui entouraient cette propriété pour visiter ce terrain qui s'est révélé une jungle infranchissable. Ma mère a immédiatement engagé les démarches pour récupérer ce domaine, démarches qui n'ont abouti qu'après de nombreuses années. Cette dernière contribution d'Irène Joliot-Curie a montré qu'elle a toujours assumé avec succès sa part de responsabilité pour faire progresser l'organisation de la science française. Après la mort d'Irène, Frédéric a repris le flambeau et le laboratoire de physique nucléaire a finalement été construit à Orsay, à l'extérieur du domaine. Bien que professeur au Collège de France, mon père a tenu à reprendre l'enseignement que ma mère assurait en tant que professeur à l'université, comme l'avait fait un demi-siècle auparavant Marie Curie après le décès de Pierre. Aujourd'hui, le combat pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes est loin d'être gagné et reste donc d'actualité. La persistance dans notre société des préjugés que dénonçait il y a plus de 2 siècles Poulain de la Barre reste le principal obstacle à une progression vers plus d'égalité. En organisant cette réunion, l'Académie des sciences témoigne des progrès qu'elle a elle-même accomplis, progrès auxquels auront largement contribué l'exemple de Marie Curie et d'Irène Joliot-Curie. Hélène. Et maintenant, c'est Nathalie Pijard qui travaille entre autres au musée Curie et qui est spécialiste de la question des femmes et de la science, va nous parler de façon plus générale des femmes de science et de la reconnaissance académique. Merci Nathalie. On le sait, les femmes de science existent depuis l'Antiquité. En 1666, date de la création de l'Académie des sciences, Marie Mordrac publie La chimie des dames. Mais ce n'est pas parce que l'on publie un ouvrage de chimie que l'on ne peut être reconnu comme chimiste par la communauté savante. Pour pénétrer la noble Académie des sciences, il faudra au fil des années, des siècles et du développement des études supérieures prouver que l'on est capable
d'avoir un savoir indéniable, mais aussi que l'on peut apporter sa brique à la construction de l'édifice des connaissances de la nature. Si, au début du XIXe siècle, la preuve de ce savoir pouvait encore être apportée par sa pratique scientifique, à la fin du XIXe siècle, la toute-puissance des diplômes s'affirme. Or, ce n'est que dans la seconde moitié de ce siècle, le XIXe, que l'on va permettre aux Françaises de pénétrer les portes des facultés. Rappelez-vous, ce n'est qu'en 1880 que l'enseignement secondaire pour jeunes filles est créé. Et ce n'est qu'en 1924, il n'y a même pas 100 ans, que ce même enseignement secondaire décerne un diplôme équivalent à celui de l'enseignement secondaire pour les hommes. Il y a seulement 50 ans que les femmes ont le droit d'être inscrites dans une école aussi élitiste que l'école polytechnique. Alors, comment s'étonner qu'au tout début du XXe siècle, quand Marie Curie commence à percer, reçoit son prix Nobel, il n'y ait eu que 3 femmes docteurs en sciences. En 1911, c'est une dizaine de femmes seulement docteurs en sciences dans les facultés françaises. Alors, quelle femme en ce début de siècle dernier aurait pu prétendre à un fauteuil d'académicien à part Marie Curie? Parmi les 7 premières docteurs, 4, dont Marie Curie, ont continué la recherche et intégré la communauté savante. D'abord, Dorothée Klumck, première docteure en mathématiques, qui est aussi directrice du bureau de mesure de l'Observatoire de Paris. Il y a aussi Fanny Bignon, une zoologiste assez reconnue pour avoir une place de choix dans la Société zoologique de Paris. Clotilde Desflandres, alors elle a bien plus de diplômes que la majorité des hommes, puisqu'elle possède 2 doctorats, un en sciences et en médecine, et continue une belle carrière de recherche. Toutes les autres, elles ont été vers l'enseignement secondaire et ou vers la vie de foyer. Alors, est-ce à dire que le vivier, ce qu'on appelle le vivier où puiser ces femmes scientifiques, n'existait pas? On ne peut pas vraiment dire ça. Déjà parce qu'il existe encore des autodidactes, par exemple Villepreux, mais aussi Clémence Royer, qui sont largement reconnus par la communauté scientifique. Clémence Royer a tout de même reçu la Légion d'honneur pour ses travaux scientifiques. Et puis, il y a les étrangères qui ont fait leurs études en France et qui, nationalisées ou non, occupent des postes rares dans la communauté scientifique, comme Augusta Klumck, la sœur de Dorothée, ou alors Josefa Ioteko, ou encore Liuba Borniker. Leur admission dans les sociétés savantes de renom prouve la reconnaissance scientifique de leurs pairs. De même, la publication de leurs notes dans les comptes rendus de l'Académie des sciences montre l'importance de la considération de la part des académiciens. Enfin, preuve encore plus évidente de cette reconnaissance scientifique, c'est les prix que l'Académie des sciences leur attribue. En effet, dès la seconde moitié du XIXe siècle, l'Académie des sciences décerne de nombreux prix à des femmes, reconnaissant ainsi la pertinence de leurs recherches scientifiques. L'Académie des sciences n'a jamais élu aucune de ces femmes. Il faut dire que jusqu'en 1934, difficile d'élire une autre femme que Marie Curie, celle qui a eu 2 prix Nobel. Il faut dire aussi qu'aucune femme n'a candidaté. Mais ça, c'est un raisonnement un peu simplet, car pour candidater, il faut être évidemment invité à le faire. Mais bref, le fait est là. Il y avait peu de femmes en sciences à cette époque, dont les travaux étaient reconnus par les savants. Il y en avait certes peu, mais il y en avait. Et de toute façon, cet état de fait n'est pas que féminin. Le vivier masculin n'était, lui non plus, pas très large. En 1903, date de soutenance de Marie Curie, seules 32 thèses en sciences sont tenues sur toute la France. Ce ne sera qu'après la Seconde Guerre mondiale que le nombre de doctorats en sciences par an dépassera la centaine. Au début du XXe siècle, la France reste très largement peu bachelière. Que ce soit pour les hommes ou les femmes, elles sont tous issus de milieux largement privilégiés. Les chairs comme les fauteuils se transmettent de maître à disciple, de père à fils.
L'Académie des sciences reste une académie de dynastie, et ce, même après les 30 Glorieuses et la démocratisation de l'enseignement secondaire. Les académiciens reproduisent des académiciens. Prétexter d'un vivier très faible de femmes de sciences n'est donc en aucun cas une justification dans ce contexte, puisque le vivier homme est lui aussi socialement très restreint. Et puis, en ce début de siècle dernier, l'Académie des sciences aurait pu choisir d'élire des correspondantes ou des membres étrangères. En effet, à l'étranger comme en France, c'est à la fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe que l'on voit apparaître dans la presse les noms de Ayrton, Kovalevskaya, Linden, Nosser et autres scientifiques femmes qui ont marqué l'histoire des sciences de leur pays d'origine ou d'adoption. L'Académie des sciences française n'a pas fait ce choix. Pourtant, Marie Curie, au tout début du XXe, a été élue membre étrangère de nombreuses académies nationales dès 1904. Elle est admise dans les académies des sciences russes, Grande-Bretagne, Pologne, mais aussi du Mexique, puis de l'Argentine, Italie, Tchéquie, États-Unis, etc. Alors, est-ce à dire que l'Académie des sciences française est bien plus conservatrice par rapport aux autres académies européennes? On peut le dire. La majorité des académies européennes ont admis des femmes avant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant ici, c'est de constater qu'il n'y a pas de linéarité historique entre l'ouverture de l'enseignement supérieur et la reconnaissance académique. Si l'on regarde la situation au niveau européen, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de parallèle à faire entre la précocité des ouvertures universitaires aux femmes et leur intégration dans les académies nationales. Il serait trop long de parler ici des exceptions que sont la Suède et l'Italie, qui admettent des académiciennes avant même d'admettre des étudiantes. Mais en général, c'est évidemment l'inverse. Dans certains pays, il n'y aura que 10 ans d'écart entre l'ouverture des universités et l'existence d'académiciennes. Et dans d'autres, comme la France, c'est plus de 100 ans qu'elles devront attendre. Ainsi, reconnaître les travaux scientifiques par des prix ou des notes dans les comptes rendus, oui. Reconnaître l'autrice de ces travaux comme égale, non. Qu'elle soit précoce ou tardive, la nomination de la première académicienne en Europe se fait à titre exceptionnel, qui n'est renouvelé que 10, 20, 30 ou 40 ans après. L'heureux élu bénéficie de 2 sortes de soutien. Rappelez-vous Charcot signe la pétition en faveur de l'admission des femmes à l'internat, car, dit-il, pour être interne, il faut avoir un esprit vif. Or, jamais plus d'une poignée de femmes n'auront cette vivacité d'esprit. Devant l'importance de certains travaux réalisés par les femmes, certains savants admettent non pas la capacité des femmes dans le travail scientifique, mais l'existence d'une monstruosité, au sens de Paré, intellectuelle exceptionnelle de quelques femmes qui justifient qu'on puisse les asseoir au sein de l'Académie. Il n'est pas loin le temps où on parlait des femmes médecins comme de monstruosités androgynes qui avaient perdu toute féminité. Pour d'autres, enfin, deuxième forme de soutien, reconnaître le travail scientifique des femmes relève d'un combat politique et social. Qu'elle était admise ou non dans les académies, qu'elle eut des postes de professeurs dans les universités, les premières femmes reconnues pour leurs travaux scientifiques l'ont été parce qu'il y avait eu des hommes qui ont milité pour que cette reconnaissance ait lieu. La reconnaissance des travaux scientifiques des femmes n'est pas une question féminine, c'est une question de genre humain. C'est grâce au militantisme de certains hommes que les femmes ont pu entrer dans les universités françaises. Ils s'appellent Wurtz, Sinclair-Deville, Gautier, Poubelle, Martin et autres. C'est grâce au militantisme d'hommes comme Mittal-Gleifer, Rutherford, Meyer, Einstein, Curie, que les travaux de Kovalevskaya, Royer, Curie, Meitner et autres ont pu être reconnus. En 1911, Paul Appel écrit dans la presse « La science n'a pas de sexe ». Pourtant, en 1911, parmi la moitié des hommes qui ont voté pour l'admission de Marie Curie, beaucoup le faisaient à titre d'exception, n'étant pas prêts à accepter la règle. D'ailleurs, en 1922,
Quelle autre femme en eût été digne, dit Chauffard à l'admission de Marie Curie comme académicienne de médecine. Au fur et à mesure de l'avancée dans le siècle, les femmes scientifiques sont de plus en plus nombreuses. Il n'est plus possible de parler d'exception. Les Wurtz, les Haller, les Lippmann sont décédés. La crise économique est passée par là, et la femme scientifique devient non plus une fierté nationale, mais plutôt une concurrente sur le marché du travail. À partir des années 30, nombreuses sont les scientifiques qui ont commencé à percer au niveau de leur carrière. Pierre Joliot a parlé de sa mère Irène, qui a postulé 4 fois à l'Académie des sciences, sans jamais avoir été élue. Je pourrais vous parler de Éliane Le Breton, directrice de recherche, professeure universitaire, dont le travail a été aussi largement consacré. Mais je préfère vous parler de Pauline Ramart-Lucas, qui a postulé également 4 fois à l'Académie des sciences, sans jamais avoir été élue. Pourtant, l'Académie des sciences n'a pas été avare sur le nombre de prix prestigieux qu'elle lui décerne. Pauline Ramart-Lucas en a obtenu 6, dont 2 fois la médaille Berthelot, 2 fois le prix Cahour. Mais voilà, à cette époque, post-Seconde Guerre mondiale, admettre une femme comme Irène Joliot-Curie ou une Pauline Ramart-Lucas ou encore une Éliane Le Breton, ce n'est plus admettre une femme exceptionnelle. C'est admettre une nouvelle génération de scientifiques dont le sexe est féminin. Petit à petit, la capacité intellectuelle des femmes n'est plus remise en question. Preuve en est non pas les Curie ou Joliot-Curie, mais les 30% d'étudiantes de sexe féminin qui fréquentent la faculté des sciences en 1935. Parmi celles-ci, nombreuses sont après-guerre directrices de recherche ou même professeurs. Même si pour contrer cette évolution, on va vous inventer l'existence d'un cerveau féminin et d'un cerveau masculin, l'évidence est là, en matière de femmes de science, l'exception devient la règle. Devant l'accroissement quantitatif et professionnel de ces femmes, l'Académie des sciences protège ainsi sa caste, son pouvoir, sa domination masculine sur la science en général par la non-élection de femmes. Elles deviennent trop nombreuses et les places sont trop rares. Pourtant, il faut bien s'y faire. Être une des dernières académies d'Europe à accepter les femmes ne permet pas de montrer un progressisme politiquement correct. En 1962, Marguerite Perret devient la première femme correspondante de l'Académie. Pas de bruit dans la presse, on n'en parle pas. Il faut attendre 1979 pour qu'une femme, Yvonne Choquet-Bruat, soit pour la première fois membre de la compagnie. Pour l'occasion, Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, participe à la séance et il précise en tout premier point, il s'agit, l'élection d'Yvonne Choquet-Bruat, il s'agit pour le rayonnement de l'Académie des sciences d'accueillir les deux sexes. En accueillant Madame Choquet-Bruat, l'Académie s'ouvre au mérite des femmes en sciences. Pourtant, de 1979 à 2000, l'Académie n'élira comme membres que 5 femmes et quelques associées étrangères. Nous sommes encore loin de la règle. Cependant, durant ces 20 dernières années, les élections d'académiciennes se succèdent. En janvier 19, selon les Ridon, on compte 32 femmes sur les 270 membres et 13 associées étrangères. Il est vrai que numériquement, c'est encore peu. Pour expliquer ce peu, on va trouver l'excuse, une fois de plus, de la petitesse du vivier. On élit peu de femmes scientifiques car il y en a peu. Témoin en est le faible pourcentage des femmes directrices de recherche ou professeurs d'université. Cette excuse ne sert en fait qu'à focaliser sur l'arbre qui cache la forêt. Reconnaissons d'une part que ce pourcentage de 12, apparemment de 13 maintenant % d'académiciennes de sciences est donc supérieur à celui de l'Académie des médecines. D'autre part, il faut le dire, même si le vivier est petit en regard de l'élite scientifique masculin, il est assez grand pour que toute la compagnie soit uniquement féminine, vu qu'il n'y a pas beaucoup de membres quand même. Ce qui serait une autre discrimination.
Pour justifier cette faible représentation, on vous parlera de l'effet Mathilda, très à la mode actuellement. On évoquera un angle unique de cet effet, celui de la mise en retrait des femmes par elles-mêmes. Il y a peu, le CNRS, devant son faible résultat en matière de parité, écrivait aux femmes et aux femmes uniquement que ce piteux résultat était la conséquence de l'effacement des femmes qui ne postulaient pas aux postes les plus élevés, oubliant ainsi que le CNRS lui-même offre plus de postes élevés dans les disciplines numériquement masculines que dans les disciplines majoritairement féminines. Je voudrais ici évoquer la mémoire d'une ancienne des vôtres, la mémoire de Claudine Hermann. Recrutée comme maître de conférence à l'IX, elle me racontait n'avoir même pas eu l'idée de postuler au poste de professeur qui se libérait en 89-90. Son travail lui plaisait, lui laissait du temps pour sa vie privée et tout allait très bien ainsi. Ce sont ses collègues masculins qui lui ont d'abord émis l'idée qu'elle pouvait postuler. Hésitante, ce sont eux qui l'ont ensuite poussée. L'effet Mathilda de l'effacement volontaire des femmes existe bien réellement. Mais est-il là encore une question uniquement féminine ? Vu le fort pourcentage d'hommes à l'Académie, leur action, leur vote est dominant encore aujourd'hui. C'est donc aussi à eux d'être des Haller, des Appel ou des Lippmann et de susciter les candidatures féminines, d'aller même les chercher. Ceci est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui qu'il y a 30 ans, car on le sait, le vivier se rétrécit. L'Académie des sciences est une société élitiste par définition. Or, les études sociologiques le montrent. Plus cette reproduction de l'élite est forte, plus elle est défavorable aux femmes. Pour finir, je me permettrai juste un petit aparté, une opinion en ce sens. Au début du siècle dernier, ce sont les académiciens qui recevaient le prix Nobel, exception faite pour Marie Curie et sa fille, et même le gendre. Depuis l'après-guerre, le mécanisme s'est inversé. Ce sont les nobelisés qui deviennent académiciens ou académiciennes. On peut s'interroger sur cet état de fait par le prisme de la reproduction des élites, notamment par l'existence encore aujourd'hui de dynasties d'académiciens. Pardon, Pierre. Ces dernières années, pour élire autant de femmes, l'Académie a dû regarder en dehors du cercle très restreint des familles de savants, tout en restant dans le cercle de plus en plus fermé socialement des grandes écoles. En 2021, Edith Bougouma notait que la proportion de femmes scientifiques dans le monde est de 29,3%, et légèrement plus élevée en Afrique subsaharienne, puisqu'il est le 31,08%. J'ai eu beau chercher, je n'ai vu aucune scientifique subsaharienne parmi les associées étrangères. Peut-être que pour s'ouvrir encore plus aux femmes, il faut s'ouvrir aussi encore plus au monde. Je vous remercie.